Retour en plateau pour cette dernière table ronde tendre vers une alimentation plus végétale, locale, de saison, accessible à toutes et tous. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté les débats précédents sur l'eau, notamment, puis sur la résilience agricole et alimentaire, on a déjà amorcé l'échange autour de l'alimentation plus végétale, locale. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu également. Et bien sûr, la question de l'accessibilité qu'on va pouvoir développer. Alors, qu'est-ce que c'est cette alimentation végétale, locale, et à quoi devraient ressembler nos assiettes si nous souhaitons préserver aussi nos conditions de vie sur Terre? Ça pose cette question in fine. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Ackermann, sociologue, qui travaille notamment sur l'expérimentation de la Caisse commune d'alimentation à Montpellier. On a esquissé tout à l'heure quelques mots, on a démarré la discussion. On va poursuivre avec vous. Merci, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. À vos côtés, Mélanie Sansiriguet, diplômée en alimentation végétarienne. Vous êtes plus connue sous le nom Mélanie en Véganie sur Insta. Bonjour. C'est ça, bonjour. Voilà, et donc avec vous, on va explorer aussi la question, bien sûr, de l'alimentation végétale, quelle que c'est, et puis vous présentez souvent des recettes accessibles sur votre Insta, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et puis à vos côtés, Lucie Lalanne, responsable RSE chez New Rest, pardon, qui est une entreprise dont vous allez nous présenter l'action, et vous travaillez notamment sur la restauration hors domicile. Bonjour à vous également. Bonjour à tous. Alors, première question, Mélanie, sur une alimentation plus végétale, telle que vous la dépeignez sur votre Insta. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, une alimentation végétale, c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est qu'on va se passer des produits animaux. Donc, ça va être tout ce qui va être viande, poisson, œufs, produits laitiers, etc. Moi, j'essaye de proposer une alimentation qui va être vraiment centrée autour des végétaux et donc des différentes catégories alimentaires qui existent autour de ces végétaux, donc que ce soit les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes, les oléagineux, les algues, les épices, tout ça. Et ça, c'est pour une grande raison, enfin, il y a plusieurs grandes raisons, mais notamment parce que tous les rapports du GIEC, de Carbone 4, etc., nous invitent à repenser et à végétaliser notre alimentation pour répondre aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Et on se rend compte qu'en fait, c'est l'action individuelle la plus efficace qu'on peut mettre en place. Et donc, en fait, on a un pouvoir au quotidien, tous les jours, quand on fait le choix de ses repas, de ses menus et de son alimentation, on peut réduire drastiquement notre impact. Et donc, c'est ce que j'essaye à travers ma page Instagram de démocratiser et de montrer que l'alimentation végétale peut aussi être synonyme de plats qui sont très bons, qui sont très sains, qui sont abondants et que c'est pas forcément manger des graines et des cailloux comme on peut le voir parfois sur les clichés de l'alimentation végétale. Donc une alimentation végétale joyeuse, quelque part, une assiette joviale que vous nous présentez et accessible aussi. C'est un des points que vous défendez dans votre Insta avec des recettes détaillées pour dire, bah voilà, finalement, c'est pas plus cher, voire peut-être ça l'est moins. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte qu'il y a une étude de The Lancet qui est parue qui montre que les alimentations ovo-lacto-végétarienne, donc à partir du moment où on fait une exclusion de viande et de poisson et qu'on tend vers même un véganisme, on se rend compte que c'est les alimentations qui sont à la fois les plus saines et les plus abordables, tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc c'est ce que j'essaye de montrer. Et à partir du moment où on passe sur une recette qui est végétale, dans tous les cas, en enlevant les produits animaux comme la viande et le poisson qui sont souvent quand même relativement chers, on peut s'en sortir de manière très, très cohérente au niveau financier. Et vous partagez ce qui vient d'être dit, Lucie Lalanne, responsable RSE chez Newrest. Vous êtes une très grande entreprise avec une partie des activités, me le rappeliez-vous, pour préparer cette rencontre en Occitanie, mais surtout basée au niveau plus global, France. Et vous travaillez même à l'échelle européenne et mondiale. Oui, c'est ça, international. Donc on est un groupe qui est présent dans 54 pays dans le monde. Et en France, donc on travaille dans toute la France et on travaille évidemment en Occitanie et dans tout le sud-ouest. Et clairement, je partage sur l'importance de proposer ne serait-ce qu'une option végétarienne par midi, j'ai envie de dire, à tout type de convives. L'importance face aux enjeux, l'importance face au marché, face à quoi? Face aux enjeux climatiques, face aux enjeux environnementaux. Et sur le marché, évidemment que nous, c'est un peu particulier parce qu'on a un client qui nous dit « je veux ça
pour. Mais par exemple, ça peut être un client entreprise qui nous dit je veux ça pour nourrir mes employés. Donc on se calque sur ce cahier des charges. Mais est-ce qu'on peut donner un exemple d'entreprise avec les qui sont oui, par clients? exemple à Toulouse, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Latécoère ou Météo France. Donc c'est de la restauration dans une entreprise. Donc c'est eux qui définissent c'est leurs eux besoins. qui définissent en effet le cahier des charges et nous on se calque sur ça et on peut avoir un impact significatif dans justement la discussion avec tous nos clients, dont les entreprises, dont plein d'autres typologies de clients qui sont peut-être plus problématiques. Vous êtes prescripteur. Comme les compagnies aériennes, par exemple. D'accord, vous travaillez avec les compagnies aériennes. Ah oui, oui. Okay. Entre autres, je vais peut-être y revenir sur tous les secteurs dans lesquels on est présent. Mais c'est là où nous, on doit faire énormément de pédagogie sur l'importance du coup de proposer cette offre végétale, parce qu'on connaît en fait son impact, et c'est pas en installant des LED dans nos cantines que ça va faire la différence, quoi. Mais c'est vraiment dans l'assiette. Du coup, pour revenir peut-être au secteur, donc on est présent donc à l'international. Et on intervient sur 4 secteurs différents, donc la restauration collective, que ce soit dans les cantines d'entreprise, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ensuite, on s'occupe de la restauration dans le secteur aérien et ferroviaire. Donc, par exemple, le plus gros client français, c'est la SNCF. On travaille donc avec les compagnies aériennes pour élaborer les plats, pour se calquer sur le cahier des charges des compagnies aériennes, et aussi de la restauration dans des zones beaucoup plus reculées dans le monde. Merci pour cette présentation. Grégory Ackermann, avant de parler de la caisse commune, déjà un regard sur ce que vous venez d'entendre. Le fait que dans l'assiette des citoyennes, des citoyens comme Mélanie, ça bouge, qui est une dynamique. Le fait que certaines entreprises essaient de tendre vers cela, option ou plus, selon besoins, clients et autres. Quel regard vous portez sur ce panorama, ces premiers éléments de panorama? Oui, effectivement, c'est intéressant ces 2 témoignages, parce qu'ils montrent qu'il y a ça renvoie à la manière dont les gens consomment. Les gens, ils consomment parce qu'ils ont besoin ils sont pris avec des besoins de ressources matérielles, d'argent, donc une dimension où il faut qu'ils aient accès à une alimentation proche de chez eux, et y compris quand ils prennent l'avion, quand ils prennent le train. Il y a aussi cette dimension de connaissance, donc il faut qu'ils aient des recettes, qu'ils sachent pouvoir cuisiner des produits notamment végétaux. Mais il y a une 3e dimension qui est souvent oubliée, c'est la dimension normative. Il faut qu'il y ait la norme sociale qui puisse, comme de cette manière, qui puisse être partagée par le groupe dans lequel ils vivent, et qui va faire que l'alimentation végétale va devenir pour eux quelque chose de normal, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Effectivement, il faut que la nouvelle norme, vous voulez dire? Bah oui, on en est normal et peut-être même sympa. Voilà, sympa et cool, et etc. Cool. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme Mélanie qui, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, puissent toucher comme ça peut-être plutôt des jeunes, plutôt des gens qui sont sur ces espaces-là d'échange, et qui puissent avoir des figures comme elle qui vont être désirables finalement, avec une alimentation qui sera désirable. Et puis de l'autre côté, qu'on ait aussi des menus végétariens qui puissent être faits et qui puissent ressembler à autre chose que juste un steak de soja qui va être une copie d'un steak où tout le monde a dans la tête ce que c'est qu'un steak, et quand ils voient un steak de soja, ils disent ça c'est pas vraiment un steak, quoi. Donc il y a vraiment un besoin de jouer sur ces 3 dimensions, la dimension de donner accès aux gens, qu'ils puissent comprendre et connaître ce qu'il y a derrière, et puis savoir le cuisiner, mais qu'ils puissent aussi se sentir appartenir à une communauté de gens pour qui manger de cette manière-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et c'est effectivement quelque chose d'intéressant et cool. Mélanie, vous partagez cette notion de communauté qui est évoquée, c'est ce que vous retrouvez sur votre Insta, ou pas forcément? Complètement. En fait, les gens qui viennent me parler pour me dire qu'ils ont des problèmes pour faire leur transition végétale, 90% des cas, c'est parce que l'entourage ne suit pas, et parce que quand on va au restaurant... C'est le regard des autres. Oui, parce que quand on est à un repas de famille, quand on va au restaurant, quand on est en dehors de chez soi et qu'on n'a pas forcément la main sur ce qu'on cuisine, et c'est très compliqué. Et en fait, comme c'est pas normé pour l'instant, effectivement, dès qu'on demande un plat ne serait-ce que végétarien, et alors qu'on le demande végétalien, c'est encore pire, en fait, on se rend compte que c'est souvent très compliqué et c'est pas adopté massivement pour l'instant. Alors Qu'est-ce que vous leur répondez? Je trouve que ça évolue quand même, parce que j'ai commencé à changer mon alimentation en 2017. À l'époque, végétarien, c'était très compliqué, et maintenant,
moi j'ai une alimentation végétale 100%, je retrouve cette complication, mais pour les végétariens, ça s'est déjà beaucoup démocratisé sur les 6 dernières années. On se rend compte que maintenant il y a toujours une option, il y a toujours, on peut demander, les gens sont quand même globalement réceptifs à faire l'effort, mais voilà, il faut qu'on arrive à ce que ce soit quelque chose qui soit normalisé, effectivement, je suis d'accord avec ça, oui. Et chez Nuret, justement, la question de cette normalisation, cette bascule, cette accélération, pour passer de l'option intéressante, certes, mais insuffisante face aux enjeux, à peut-être l'option, quelque part, l'option... L'option obligatoire. non, à l'inverse, l'option viande. L'option viande, ouais. Alors, je voulais juste rebondir sur une chose avant, c'est que je trouve que c'est pas encore totalement clair pour tout le monde. Les différences entre... Je pense que tu peux approuver, mais la différence entre végétarien, végétalien, enfin tous les les différents régimes alimentaires, c'est encore très flou pour tout le monde. Donc il y a un gros travail, je pense, de pédagogie, sensibilisation. de pédagogie, sensibilisation, d'information auprès des consommateurs finaux, finalement, parce que c'est eux qui vont choisir du coup leur assiette. Et j'ai oublié du coup votre question. Mais en fait, c'est pas grave. On va continuer là-dessus. Chez New Rest, ma question c'était comment vous essayez peut-être d'accélérer. Alors vous parliez d'être prescripteur, voilà, mais c'est ça, peut-être d'avoir un coup d'avance aussi sur cette question-là demain. Encore une fois, on se calque sur un cahier des charges. Alors on est un petit peu on répond à un cahier des charges. Le travail qu'il y a à faire, c'est surtout en amont, c'est-à-dire avant de signer le contrat et de véritablement mettre des choses ensuite en place. Parce qu'une fois que le contrat après a été signé, on est obligé de l'honorer. Je voulais juste revenir sur le point juste avant. Ça va vous revenir après, ouais, c'est pas grave. Non, mais là, je mélange un petit peu tout. Mais l'option viande, on y revient toujours à l'option viande. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, on a justement dans ces fameux contrats l'option végétarienne qui n'est plus trop une option puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir un plat végétarien. Et chose que je voulais ajouter, c'est qu'avant, on avait la possibilité d'avoir un plat végétarien qui n'était véritablement pas un plat végétarien, c'est-à-dire qu'on nous disait vous prenez ce plat et en fait, il nous servait juste du riz et des légumes, c'est-à-dire sans la protéine animale, c'est tout. Et maintenant, il y a un renouveau complet ce sont des vrais plats avec des ingrédients qui sont travaillés, c'est des nouvelles recettes, c'est des nouvelles façons de cuisiner. Et ça, nous, on travaille beaucoup avec du coup, nos chefs qui élaborent les menus. Il y a des nouvelles méthodes de travail, une réorganisation aussi. Exactement, il y a énormément de choses à faire et nous, on a sorti on a créé une sorte de livre végétal et en fait c'est un livre qui rassemble à la fois des recettes végétariennes, à la fois des informations végétales et à la fois énormément d'informations sur la différence, comme on le disait, entre les différents régimes alimentaires, les différentes façons de cuisiner et c'est à destination de nos chefs parce que même nos chefs parfois sont perdus dans tout ça et il faut, je pense, former ces personnes-là qui du coup sont à la création des menus qui seront après servis aux convives. On a compris votre dynamique. Du côté de la caisse commune, justement, à Montpellier, forcément, vous avez aussi un travail sur ces questions qui est un travail important pour acculturer, sensibiliser, parce qu'on ne crée pas une bascule comme ça en claquant des doigts. Ça se fait avec les gens. Et donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce travail, Grégory Ackermann ? Oui, et ce qui est important de dire, c'est que c'est justement pas une action individuelle, là c'est bien une action collective. Et l'idée, c'est bien d'avoir un système d'acteurs associatifs, des acteurs du développement agricole, des acteurs de l'aide alimentaire aussi, qui se sont mis à discuter ensemble et à se dire, il faut pas laisser les gens juste devant leur incapacité finalement d'acheter des produits, mais il faut se mettre ensemble pour créer un dispositif qui va vraiment leur donner accès. Et donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est de se dire, c'est vraiment un système d'acteurs qui avant ne communiquaient pas forcément, et là se sont mis ensemble. Ensuite, Marie Massard a expliqué en quelques mots ce que c'est. C'est effectivement l'idée qu'il y ait un comité citoyen, donc des citoyens qui prennent des décisions sur la manière dont on va dépenser ces 100 € par mois que les gens vont avoir, et donc choisir des magasins, parce que ce sont des magasins qui vont distribuer une bonne alimentation, selon des critères qui ont été définis par le comité citoyen. Et de cette manière-là, on donne la possibilité aux gens de prendre des décisions. Et donc, on fait de la démocratie, finalement. Et ça, on n'est plus dans l'idée que chacun se débrouille avec l'idée qu'il faut juste sensibiliser les gens. Là, c'est qu'on leur donne le pouvoir d'agir ensemble, collectivement, pour prendre en main cette question alimentaire, au-delà de juste payer
faire le choix d'un produit alimentaire végétal ou non végétal. Ça, c'est pour le côté accessible, ce que Oui. vous évoquiez à toutes et tous. Et donc, on a compris que dans cette enveloppe, quelque part, non pas soutien, mais en tout cas qui est proposé, eh bien, c'est fléché d'abord vers une alimentation plus végétale, plus locale. Alors, C'est bien cela C'est si j'ai bien fléché compris vers une alimentation plus locale. C'est du coup fléché sur une alimentation de saison, parce qu'une alimentation locale est toujours en lien avec la saison. Après, elle est plus végétale dans le sens où les lieux qui sont conventionnés peuvent être des lieux qui mettent en valeur finalement le végétal. Par exemple, on a cité la cagette tout à l'heure. Effectivement, la cagette, quand on entre à la cagette, on va voir dans le magasin un quart du magasin quasiment qui est pris par les fruits et légumes. Ce sont des fruits et légumes qui sont tous bio. Ce sont des fruits et légumes qui ont une marge fixe de 20%. Donc, ce qui leur donne tout de suite un prix qui finalement est moins cher que dans d'autres magasins. Et donc, on va pouvoir mettre en valeur finalement ce produit végétal dans certains de ces magasins. C'est aussi les marchés de plein vent qui sont certains marchés de plein vent de Montpellier qui sont conventionnés, donc sur lesquels il y a des maraîchers. Et puis c'est aussi des groupements d'achat, notamment des groupements d'achat dans les quartiers populaires, qui vont permettre d'accéder là plutôt à des céréales ou à de l'huile, à des produits d'épicerie, mais qui seront de nouveau de l'alimentation végétale. Donc effectivement, et des légumineuses aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des légumineuses. Et forcément, ça c'est un élément important Et c'est d'un point de vue nutritionnel. Voilà, parce que pour compenser pour compenser aussi en termes de protéines et puis en termes de calories, parce que si voilà, manger 100 grammes de courgettes, ça n'a pas le même apport calorique que manger 100 grammes de lentilles ou de pois chiches. Donc ça, pour se nourrir, il faut aussi avoir des calories. Et ça, c'est un point important que vous rappelez, Mélanie, souvent d'ailleurs dans vos publications, avec les bienfaits de cette alimentation. Peut-être vous pouvez compléter on a parlé des bienfaits pour l'environnement, mais aussi pour la santé, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, c'est en train de se démocratiser un peu. Là, il y a le cursus à la Sorbonne qui est sorti il y a 2 ans et qui a vocation à former les professionnels de santé qui, pour l'instant, sont pas très au clair sur l'alimentation végétale et qui peuvent parfois donner des conseils erronés. Donc, on essaye de rattraper ça et ça arrive en France. À l'international, ils sont déjà un peu plus avancés sur ces sujets-là. Et en fait, on se rend compte que l'Académie de diététique et de nutrition a validé qu'une alimentation végétale pouvait être saine à toutes les étapes de la vie, tant qu'elle était bien menée. Et donc, effectivement, il va falloir se renseigner un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire bien mener ? Il mener faut bien mener son alimentation végétale. Il y a quand même des petites notions à avoir en tête. Alors, sans vouloir tout détailler, mais qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous interrogent sur Insta et qui vous demandent justement des conseils ? Alors, la première chose, vraiment, le b.a.-ba, c'est d'avoir une alimentation qui est variée, d'essayer d'avoir des aliments qui sont entiers. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des aliments qui sont riches de manière nutritive. Si on est sur du local, de saison, etc., c'est encore mieux. Et après, on va avoir effectivement des sources de protéines qui va être importantes d'aller trouver, donc qu'on trouve dans les légumineuses, mais aussi dans les céréales complètes. Par exemple, c'est bête à dire, mais quand on mange un pain complet, pain aux céréales, etc., on se retrouve avec des apports en protéines, alors que dans l'imaginaire collectif, il n'y en a pas forcément. Même quand on mange des pâtes ou tous les produits céréaliers, il y a des protéines dedans. Et en fait, il y a l'ONAV, donc c'est l'Observatoire national des alimentations végétales, qui dit qu'en France, il n'y a aucun risque de carence en protéines tant qu'on mange à sa faim et qu'on mange varié. C'est important de le rappeler. Hein. Donc c'est quand même assez rassurant. C'est parce que moi qui ai fait une école d'agro, je peux vous dire que c'est pas ce qu'on raconte dans les écoles d'agro il y a 20 ans. L'alimentation végétarienne, c'était pas ce qu'on nous invitait à pousser quelque part. Donc là, ça change, ce que vous êtes en train de dire. C'est en train d'évoluer, ouais, c'est assez encourageant. Et juste pour finir sur les conseils nutritionnels, s'il y en a un à donner, c'est qu'à partir du moment où on essaye de supprimer ou de tendre vers du végétal le plus possible, à partir de 50% de réduction, ça commence à être intéressant de regarder la B12, qui est le seul nutriment qui n'est pas disponible dans le végétal. Donc là, on parle de compléments, de vitamines. C'est le seul qui est indisponible dans le végétal et sur lequel il faut faire attention à partir du moment où on tend sérieusement vers du végétal. Et je préfère le rappeler si jamais il y en a certains parmi vous qui ont cette volonté, c'est quand même important de surveiller la B12. Donc surveiller, concrètement, ça veut dire faire régulièrement des analyses ? Oui, alors dans l'idéal, c'est 1 fois par an. Moi, j'avoue que je suis pas très à cheval sur ça et je suis pas une très bonne élève de mon propre contenu, mais j'encourage tout le monde à aller le faire 1 fois par an. Et là, je l'ai fait dernièrement et en ayant bien mené mon alimentation,
tout est nickel, sauf que j'ai pas été réglo sur ma B12 et ma B12 est un peu basse. Et ça, c'est un point important. Hein. J'en profite pour faire la recommandation. Si vous voulez basculer sur cette alimentation plus végétale, de vraiment compléter en B12, de faire régulièrement ce que vous venez de dire, des analyses pour s'assurer que tout va bien de ce côté-là. Justement, Grégory Ackermann, peut-être sur la caisse commune, comment vous accompagnez la bascule d'alimentation? Parce qu'il ne suffit pas de donner un chèque à des gens en leur disant c'est plus végétal, c'est plus local, c'est plus de saison, c'est super. Mais maintenant, débrouillez-vous avec ça. S'ils ont mangé un régime carnivore pendant 20 ans avant, ça va être compliqué, non? Comment vous faites? Alors justement, c'est au travers finalement des lieux de distribution dans lesquels ils sont amenés à aller qu'ils vont obtenir aussi ces savoirs, ces connaissances sur cette alimentation. Les lieux qui sont conventionnés, ça va être des marchés où il y a des producteurs. Les producteurs, ce sont des gens qui sont physiquement là et qui peuvent parler avec les consommateurs de leurs produits, de leur goût, de la manière de les cuisiner, etc. Dans des groupements d'achat, c'est de la même manière, ce sont des consommateurs avec qui ils peuvent échanger et qui vont avoir d'autres savoirs, pour certains qui vont pouvoir leur donner aussi des connaissances sur leur manière de cuisiner. Et parfois, ces manières de cuisiner, c'est aussi, on est autour de la Méditerranée, ça va être des connaissances qui sont issues d'autres pays que la France et dans lesquelles on a des diètes méditerranéennes, dans lesquelles on sait cuisiner les légumineuses et on sait faire des falafels et se régaler aussi avec des beignets, de légumes, etc. C'est-à-dire que l'alimentation végétale, c'est aussi au travers de connaissances parfois de gens qui vont pouvoir les diffuser entre eux. Et c'est tout l'intérêt de ces lieux qui sont conventionnés, comme la cagette, etc. Ce sont des consommateurs qui sont là aussi et qui se parlent ensemble, qui échangent beaucoup, dans lequel il y a des effets d'apprentissage finalement, qu'on retrouve beaucoup moins dans les supermarchés, où dans les supermarchés, on se retrouve face à des rayons plein de marketing où chaque boîte essaye de nous donner des messages pour qu'on les attrape, mais finalement on se retrouve un peu tout seul. Alors que dans ces lieux autour de la caisse alimentaire commune, on est dans des lieux où les gens sont ensemble et sont aussi c'est un groupe de pairs, c'est reformer finalement des communautés de consommateurs qui prennent en main ensemble cette question alimentaire. Vous avez évoqué l'alimentation méditerranéenne. Je crois que c'est un point clé quand même dans notre échange, peut-être pour la dernière partie, là, avant de donner la parole à la salle. Il y a cette chance ici, sur le territoire, d'avoir cet historique et d'avoir cette culture méditerranéenne qui facilite finalement le marchepied vers cette alimentation plus végétale. C'est bien cela ce que vous venez de nous dire? Oui, ici, mais en France aussi finalement, parce que c'est peut-être plus compliqué quand on vient de Normandie quand même, non? Non, mais on est quand même sur, voilà, on est aussi en Normandie. Effectivement, on a une culture du fromage qui est très forte. Avec peut-être que sur Montpellier, on est peut-être moins effectivement dans cette culture vraiment de la viande. D'ailleurs, les volailles, on n'arrive pas à en faire, et puis le bœuf, on est obligé d'aller le chercher plus loin. Nous, on est plutôt sur un territoire où il y a beaucoup de vin, mais il y a aussi des fruits et des légumes. On est sur effectivement des fruits et légumes qui sont à proximité de Montpellier, hein. Au sud, toute la plaine de Moguio, c'est des plaines qui sont très fertiles pour pouvoir faire pousser des fruits et des légumes. Donc effectivement, ça donne accès à des produits maraîchers de très grande qualité. Mais par contre, il faut remettre en place des filières aussi. Marie Massard citait Fibani sur justement un projet autour des céréales, des légumineuses. Il faut remettre en place des filières pour pouvoir avoir accès à ces produits locaux de qualité. Et c'est ce à quoi travaillent aussi ces acteurs autour de la caisse alimentaire commune, c'est essayer de structurer ensemble aussi des filières pour pouvoir aider à l'approvisionnement dans ces produits locaux, de saison et de qualité. Et créer la dynamique. Oui. Sur Instagram, pour toucher les plus jeunes, pour essayer de transformer aussi le mode de consommation, rendre cette alimentation plus cool, comme ça a été évoqué. Est-ce que cet axe de la méditerranéen aussi, c'est quelque chose que vous utilisez dans vos publications? Alors moi je vais élargir même, je dirais allez-y. pas méditerranéen, je dirais cuisine du monde, parce qu'en fait on se rend compte qu'en France on a un patrimoine culturel qui est très axé autour de la viande et que finalement quand on va chercher dans des pays asiatiques avec des pad thaï, des plats même mexicains avec des chili sin carne qui peuvent se faire facilement, avec des plats libanais falafel, etc. En fait dans les cuisines du monde on se rend compte qu'on se détache beaucoup plus facilement de la viande qui est vraiment au centre de l'assiette en France et des produits laitiers et fromages, etc. sur lesquels en France c'est vraiment ultra prégnant, et dès qu'on regarde sur des cuisines du monde on arrive plus facilement à se détacher de ça, je trouve. Et c'est ce que vous faites donc dans vos publications? C'est en partie, oui. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire, d'avoir finalement que la viande devienne peut-être l'accompagnement. Donc, c'est peut-être ça. L'option viande. L'option viande, allez. Vous partagez chez Newrest? Oui, je partage. Et puis, il y a quelque chose avec la viande qui est
qui est très culturel en fait. On se rend compte que, comme elle vient de le dire, c'est que par exemple, si on utilise la cuisine indienne, je sais que dans certains pays où on est notamment, il y a de grandes communautés indiennes où là, en fait, c'est une option viande parce qu'en fait, eux mangent quasiment végétarien tous les jours. Donc il faut aller s'inspirer de ces cultures pour aller... il y a beaucoup de choses à prendre de partout. Ah Ouais. oui. Donc, ok, cuisine du monde, cuisine méditerranéenne, en tout cas, réduire notre consommation pour quelque chose pour une dynamique plus végétale. Merci à tous les trois. Je vais donner la parole à la salle, mais peut-être vous pouvez les applaudir. Alors, c'est le temps des questions. Oui, vous avez levé la main en premier, c'est pour vous. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Sana. Alors moi, je viens de banlieue parisienne, je viens de Cergy et j'ai de la Bonjour chance. Sana. Je suis cofondatrice de Banlieue Climat et du coup, moi, j'avais une question pour Mélanie. Merci pour ce débat. Cet échange, c'était hyper intéressant. Nous, on est sur un gros programme de résilience alimentaire à Bagnolet. On est en train de réfléchir à comment on peut accompagner les familles sur cette transition végétale. Comment les sensibiliser, comment les accompagner. Il y a une réalité traditionnelle, culturelle, etc. Il y a une réalité de coût, les familles, les compositions familiales, etc. Familles nombreuses. Et je me dis, en regardant vos contenus, etc., que je trouvais hyper pertinents, intéressants, je me suis dit dans quelle mesure ça peut être adapté à une famille lambda qui a grandi dans un quartier et qui a à cœur de préparer un super tchéboudien à ses enfants. Et qui est le seul héritage alimentaire qu'elle peut offrir parce que la réalité de la vie, elle est plus difficile. Et quand ses enfants rentrent à la maison, elle fait un tiep traditionnel qui la rattache à son pays, à l'histoire. Et comment aujourd'hui, nous, et ma question, je ne sais pas si elle est claire, mais j'étais en train de me dire, je serais hyper intéressée en tout cas d'expérimenter un truc, un programme, un projet pour accompagner des familles, parce qu'on touche beaucoup de mamans, beaucoup de familles sur ces questions-là. Et je me dis, comment on peut les accompagner pour tendre vers ça, comment on peut faire la transition tout en gardant cet héritage-là, parce que c'est encore leur plaisir qu'elles ont à offrir à leurs enfants dans un contexte où c'est très difficile dans les quartiers populaires. Ta question, elle est super intéressante et assez complexe parce qu'on touche à la fois sur un point peut-être économique et culturel et comment est-ce qu'on arrive à lier tout ça. Moi, je trouve qu'avec la cuisine végétale, on arrive à avoir une grande créativité et une grande richesse dans la manière de se réapproprier des plats. Il y a des créateurs de contenu qui sont vraiment spécialisés sur ça, sur végétaliser des plats. Type, je te prends l'exemple français, mais j'ai déjà vu des recettes de bœuf bourguignon vegan où en fait ils viennent faire ça avec de la protéine de blé qui vont texturer, ça va s'appeler du sétan et en fait on utilise ça à la place du bœuf. Mais après, par exemple, tout ce qui va être autour, finalement, ça va être les carottes, ça va être la sauce, ça va être les oignons et c'est la préparation globale dans son ensemble qui va prendre le dessus plutôt que le fait que ça contienne des protéines animales ou non. Et on se retrouve avec un plat qui a tout du plat classique traditionnel, mais finalement qui est végétalisé. Et donc, il y aurait peut-être quelque chose là-dedans à aller chercher dans comment adapter des recettes typiques. Et après, par rapport au coût économique, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais globalement, quand on bascule des protéines animales aux protéines végétales, le prix du panier, il a tendance à diminuer. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein de ce point de vue-là, en tout cas. Après, effectivement, je suis d'accord que c'est des sujets qui sont complexes et qu'il y a des héritages aussi, manger, c'est pas seulement se nourrir et un point de vue nutritif, c'est aussi tout un aspect réconfortant. Enfin, c'est très, très complexe. Mais je pense qu'on peut aller chercher dans la créativité culinaire, quoi. Merci pour votre réponse. Peut-être un complément. À Montpellier, il y a des réseaux comme VRAC, notamment, qui va dans les quartiers, Oui. qui fait aussi une partie proche de ce travail qui rend accessible au plus grand nombre les denrées. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Grégory. Oui, le réseau VRAC fait d'ailleurs partie de la Caisse alimentaire commune. C'est un réseau de groupements d'achat qui sont dans les quartiers, qui donnent accès à des produits à prix coûtant. Donc, y a pas ce sont des produits qui ne sont pas margés. Donc, tout de suite, quand on est sur des produits à prix coûtant, on a des prix qui sont beaucoup plus accessibles pour les familles. Et puis, ce sont aussi des produits qui vont être de très grande qualité en termes de parfois labellisés bio,
parfois locaux, mais c'est pas la porte d'entrée vis-à-vis justement de cette question de la norme. On rentre pas par le bio chez Vrac, il rentre d'abord par le produit, et puis ensuite c'est au travers du goût, c'est au travers des échanges que les gens parfois comprennent que c'est un produit bio, et que ils se disent finalement oui, le bio c'est aussi pour moi. Et donc ça change la manière aussi de voir les imaginaires qu'il y a autour du bio c'est cher, du local c'est cher. Donc c'est un des leviers pour donner accessibilité concrètement donner accès concrètement à ces produits-là. Et c'est un réseau qu'on retrouve dans de nombreuses métropoles en France. Autre question, s'il vous plaît, peut-être l'autre côté. Ici, monsieur, peut-être. Bonjour, je m'appelle Gilles, j'habite Montpellier. Bonjour Gilles. C'était juste dans le titre, je me demandais justement, on a parlé beaucoup de bio dans l'autre atelier, l'autre tour de table, et ici on vient de l'évoquer aussi. Pourquoi dans le titre vous n'avez pas mis végétal, bio, local, de saison? On aurait pu peut-être, c'est plutôt à moi là, la question que vous posez, hein, j'imagine. On aurait pu le mettre. En tout cas, là, en l'occurrence, c'était plutôt l'entrée végétale par rapport notamment aux questions qui sont posées pour la santé et aussi pour la planète. On aurait pu le rajouter, effectivement. Mais on a déjà parlé quand même pas mal de bio, je pense, dans le débat précédent. On n'a pas cherché à occulter le sujet, vous l'avez vu tout à l'heure. Si c'était ça votre question. Une autre question, peut-être? Une femme, possiblement? Excusez-moi, j'essaie de partager. Je m'appelle Alicia, j'habite à Montpellier et donc c'est une question pour Mélanie plutôt. C'était pour savoir ce que vous pensiez des steaks végétaux, du fromage qu'on qualifie souvent de produits transformés mais qui sont aussi parfois plus accessibles en termes de temps pour la cuisine végétale. Merci pour cette question parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant. J'ai tendance à voir notre transition alimentaire un peu comme un exercice d'équilibriste. Alors autant je suis tout à fait d'accord avec ce titre de tendre vers une alimentation plus locale, plus de saison, etc. Mais il y a comme un retour aux sources un peu. Mais je pense qu'on a aussi cette possibilité de s'emparer des innovations qui existent à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, en fait, on se rend compte que les viandes végétales, c'est des produits qui consomment entre 80 à 95% de ressources en moins qu'une viande classique. Et de la même manière qu'on peut avoir envie de reproduire des recettes sur lesquelles on est attaché, ça peut être des produits qui peuvent à la fois faire gagner du temps, qui peuvent aider à une transition végétale, qui peuvent permettre d'avoir un plaisir gustatif qui est globalement similaire à celui qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc moi, je trouve que c'est des innovations qui sont tout à fait intéressantes. Après, d'un point de vue santé, il y a des études qui sortent en disant que si on en consomme trop tous les jours, ça peut annuler les effets positifs d'une alimentation végétarienne ou végane. Mais il y a des produits qui sont globalement sains, même s'ils sont transformés. Donc tous les produits qui vont ressembler à la viande rouge, il y a du méthylcellulose dedans, des trucs déstabilisants, des colorants qui sont pas tout à fait recommandables au quotidien. Tout ce qui va imiter plus de la viande blanche, on est sur des protéines de blé, de pois, de soja, avec quelques épices, de l'eau. Globalement, ça s'arrête là. On est sur des produits qui sont sains. Et donc, en fait, je pense que c'est des aliments qu'on peut intégrer dans son alimentation, qui sont très intéressants d'un point de vue environnemental, qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé plus que ça, en tout cas, selon les études actuelles. Et donc, moi, je suis plutôt favorable, même si, bien évidemment, je pousse toujours une alimentation non transformée au quotidien le plus possible. Une autre question? Oui, au fond, monsieur. Et on va sûrement terminer sur cette question avant la conclusion. Daya. Bonjour, Jean-Jacques Ducresse. Une question pour Lucie. C'était pour savoir si pour vos clients, en plus de permettre de proposer le choix d'un plat ou plus de type végétaux, végétarien, est-ce que vous mettez ce choix plus en avant, peut-être sur un point de vue tarifaire vis-à-vis du consommateur final? Est-ce que vous avez ce levier à votre disposition? Et puis ça pourrait permettre de reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre échange. Peut-être que sur les produits locaux, il pourrait y avoir mais ça c'est pas dans votre périmètre, une fiscalité différente qui permettrait de vraiment travailler plus fortement à ce niveau-là, quoi. Donc le levier du prix côté entreprise et puis peut-être côté politique. Oui, ensuite. alors le levier du prix, oui, clairement on a la possibilité de. Enfin, je veux dire, c'est souvent moins cher que quand on propose de la viande rouge. Et aussi, on essaie de le mettre en avant dans le sens où on crée aussi des sortes d'animations dans les restaurants
autour de la cuisine végétale, autour de certains aliments qui sont peu connus par les convives, comme des aliments, par exemple des pois cassés, où les gens vont pas forcément manger des pois cassés tous les jours, ou même n'en ont jamais mangé de leur vie. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi pour mettre en avant les plats qu'on peut proposer, en plus du prix, qui peut être une incitation positive. Donc vous répondez oui sur le prix, c'est ça ? Oui. Clairement. Et peut-être même la question de la fiscalité aussi qui a été posée, Grégory Ackermann, peut-être avez-vous des éléments de réponse. Faut-il une fiscalité plus avantageuse, hein, c'est bien ça votre question, sur ces produits plus vertueux ? C'est une manière, de toute façon, c'est un levier économique qui fonctionne très bien. Effectivement, plus on met des taxes sur certains produits, moins généralement les gens les achètent, et puis inversement. Donc c'est un levier, sauf que c'est un levier qui se fait à l'échelle forcément nationale. On a parlé beaucoup de l'échelle territoriale, mais il y a forcément un moment quelque chose qui doit se passer à l'échelle nationale. Donc la mobilisation dans les territoires, elle est là. On voit partout des initiatives sur tous les territoires qui permettent de donner accès à cette alimentation. Mais il y a un moment, il faut aussi que ça remonte aux politiques nationales, et donc il faut qu'il y ait une prise en main, notamment par nos députés, et puis par nos ministres, et puis notre président, pour qu'il y ait à un moment notamment ce levier de la fiscalité qui... Voilà, c'est seulement à cette échelle-là qu'on peut jouer dessus, quoi. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez les applaudir. Bon, merci à la technique, à Monde Nouveau, à vous d'avoir écouté avec attention et pour vos questions également. Aya, c'est le moment de conclure. C'est à toi. Le cœur de cette conférence, elle a été annoncée dès le début et effectivement, ça s'est bien poursuivi jusqu'à la fin. À quoi ressemble une assiette végétale et finalement, en quoi cette assiette peut-elle être déjà joyeuse et désirable? Donc, rien qu'en vous écoutant, moi, ça me donne faim. Donc voilà, on est dans le végétal et dans toutes les questions, en fait, ce qui pousse déjà à ça au départ. Il a été évoqué, notamment ce rapport du GIEC, avec le fait de décarboner notre alimentation. Donc on voit qu'il y a quand même, il y a derrière des arguments tels que cela. Il a été évoqué la question de l'accessibilité, du prix, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher, voilà, et que c'est pas plus cher sur certains, que c'est pas toujours plus cher. Et puis la question de la santé, d'abord, est-ce que c'est risqué? Aucun risque de carence alimentaire tant que l'alimentation est variée, nous disent les médecins, c'est ça? Ouais. Donc voilà, alors ça a bien changé parce que c'était pas ça avant. Et puis il y a quand même la B12 qui dit toujours attention à moi quand même, voilà. Et à côté de ça, il y a vraiment toute l'inspiration autour de, toutes les confusions autour de végétalien, végétarien, qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, ça c'est un peu quand même confus. Donc voilà, on travaille peut-être à faire là-dessus. Et puis toutes les cuisines, il a été question de cuisine française, de cuisine du monde, que pour le français, il se dit des plats français sans viande, c'est un peu bizarre, mais que les cuisines du monde, en Méditerranée, autour de la Méditerranée, et quand on va un peu ailleurs, et il y a beaucoup de choses qui sont faites à partir du végétal, donc on nous invite à voyager. Voilà, et donc ça peut être joyeux, désirable et cool. Et puis en fait, une question aussi qui a été quand même assez centrale et qui a un peu parcouru toute la conférence, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, individuellement, on a du pouvoir déjà parce qu'on peut choisir ce qu'on mange.
Il y a aussi la question du pouvoir, donc le consommateur, mais aussi la question du pouvoir et de qu'est-ce qu'on donne donc à échelle locale, ce qui est fait. Et puis, derrière la question du pouvoir, il y a la question des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui est fait là-dessus? La question de la démocratie, la question de la fiscalité. Voilà, est-ce qu'on rend les choses plus faciles? Enfin, voilà. Et puis, le fait de vouloir aussi impacter, enfin, aller un peu plus à échelle nationale. Voilà quels ont été les sujets abordés. On peut l'applaudir aussi. Merci encore. Ces programmes sont à voir et à revoir sur le site de Monde Nouveau dans 48 heures. Je vous invite à, évidemment, lire ce superbe magazine, La fin justifie les moyens, la revue Sans transition, et puis bien sûr à poursuivre les débats, à continuer de vous informer autour de ces questions. Bonne soirée et bon appétit.